est évident que notre invité Fouad Naoui n'a pas besoin d'être présenté, mais tout de même pour nos étudiants et pour les personnes qui ont entendu parler de lui, mais qui peut-être ne l'ont pas lu, je donnerai quelques titres et puis une brève présentation biographique. Fouad Naoui est un écrivain qui reste atypique dans le paysage littéraire marocain, d'abord parce que son itinéraire n'est pas littéraire au sens classique du terme. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que les meilleurs écrivains viennent souvent des espaces où la raison domine, des ingénieurs, des économistes, parfois même des industriels. Il était d'abord ingénieur et après il a fait une thèse en économétrie, plus précisément, c'est-à-dire l'application statistique à l'économie, et ensuite il est finalement resté fidèle à lui-même, il est devenu ce qu'il est. C'est-à-dire il est revenu à la littérature qu'il a toujours accompagnée depuis ses études secondaires. Donc finalement, aujourd'hui, Fouad Naoui, il enseigne la littérature et il se consacre entièrement à la littérature, à la critique et à la fiction. Souvent, on a du mal à allier les deux. Et alors que Fouad Naoui, quand on lit par exemple le drame linguistique marocain, il y a à la fois cette légèreté de l'écrivain, mais en même temps il y a une rigueur du critique. Et par conséquent, ceux qui lisent ou qui ont lu le drame linguistique marocain, même s'ils ne connaissent pas grand-chose sur le Maroc, arrivent à pénétrer dans l'espace littéraire et linguistique du Maroc. Il le fait à la fois avec la rigueur du critique, mais en même temps avec l'émotion de l'écrivain. Et c'est quelque chose qui est assez rare, il faut bien le dire, notamment chez les écrivains où l'impressionnisme critique domine davantage. En ce qui concerne la fiction, eh bien, il a commencé par un roman qui a en même temps l'allure de récit bref, mais avec son talent, il a réussi à en faire un roman avec un fil conducteur, Les Dents du topographe, qu'il a publié en 1996. Et personnellement, j'avais une expérience assez particulière dans la lecture de ce roman, puisque quand il est sorti en 1996, par hasard, je l'ai découvert, et j'ai commencé à le lire, et je n'ai pas pu m'empêcher d'aller jusqu'au bout. Et vraiment, je me rappelle que j'étais dans un bus, à vrai dire, c'était pas au Maroc, j'étais dans la région parisienne, dans un bus, et puis je lisais le livre et j'arrivais pas à m'en détacher. Et j'étais, d'habitude j'aime bien arriver très tôt, mais j'étais triste d'arriver tôt ce jour-là. Et vraiment, ce roman m'a bouleversé. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe dans la littérature marocaine avec cet auteur. Et cette chose, c'est tout simplement un changement radical de l'écriture et un changement radical dans la construction même des personnages. Avec Fouad Naoui, il y a à la fois ce retour un peu aux choses simples de la vie qui permettent à un romancier d'aller toucher aux détails, et justement, un romancier talentueux, il va toujours aux détails pour les grossir et en faire une œuvre. Et donc ce livre-là était vraiment, j'ai découvert dès qu'il est sorti, et puis ça m'a beaucoup bouleversé. Évidemment, par la suite, il y a toute une variation dans l'écriture de Fouad Naoui, et notamment, il est très connu par à la fois ses truculences, mais aussi par les jeux linguistiques et l'invention de la langue. Parfois même, il va jusqu'à inventer des mots français à partir de noms ou de prénoms arabes, comme le fameux Boisa, qui est devenu boisique, l'adjectif boisique, qui vraiment qualifie l'état de cet homme qui est à la fois attaché à la tradition, mais en même temps, il a un désir frénétique vers quelque chose qu'on pourrait appeler la modernité. Et c'est dans Méfiez-vous des parachutistes. Et les titres de Fouad Naoui sont toujours pleins d'humour, comme son quotidien d'ailleurs. L'homme et l'œuvre, cette fois-ci, pour revenir à cette répartition classique, l'homme et l'œuvre convergent. Et donc il est vraiment en concordance avec lui-même. Il y a évidemment les essais. Alors, l'un des essais vraiment les plus intéressants sur la question de l'islamisme. Parce que Fouad Naoui, il est égal à lui-même et il ne saute pas sur les occasions pour parler de tel thème qui est à la mode, etc. Quand il écrit quelque chose, c'est parce que ça le travaille intérieurement.
de l'islamisme, une réfutation personnelle du totalitarisme religieux, aux éditions Robert Laffont en 2006, et l'un des meilleurs textes, vraiment je pèse mes mots, et l'expérience de la lecture vous le prouvera, l'un des meilleurs textes sur cette question, où le sens de l'alliance domine, sur la question de l'islamisme, avec tout ce qui entoure ce terme. Le jour où Malika ne s'est pas mariée, recueil de nouvelles, une année chez les Français, où vraiment il a réussi de manière littéraire à mettre le doigt sur la question de la langue et le rapport du Marocain à la langue. C'est-à-dire, au-delà de ces dichotomies, la langue de l'autre, la langue de l'adversaire, etc., eh bien, il va au-delà de ça, parce que cette démonstration de la langue de l'adversaire ne tient pas la route, mais en même temps, il y a un véritable problème dans le rapport à une langue qui n'est pas maternelle, et cela concerne toutes les littératures mondiales. On se rappelle bien Kafka, avec toute la difficulté qu'il avait avec la langue allemande, qui n'était pas sa langue maternelle. Et donc, cette question, il a su en faire un thème central de son œuvre, et il a montré comment à la fois de simples malentendus peuvent générer des dysfonctionnements dans le rapport à une culture et dans le rapport à une langue. Le drame linguistique marocain, j'en ai parlé, La vieille dame du Riad, qu'il a publié en 2011, et puis le recueil de nouvelles pour lequel il a eu le prix Goncourt de la nouvelle, L'étrange affaire du pantalon de Dessouky. Alors tout le monde, en tout cas de ma génération, connaît Dessouky. Et quand même, pour nous, c'est quelque chose qui nous parle très fort, parce que la télévision marocaine avait presque façonné l'imaginaire des Marocains à un moment donné, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui, puisque le façonnement se fait autrement. Eh bien, voilà une brève présentation, avant de donner la parole à Fouad Aoui, qui nous parlera d'abord de son expérience dans l'écriture, dans la fiction, mais aussi son rapport à la réflexion et aux essais qu'il a publiés, notamment les 2 essais que j'ai évoqués. Et merci beaucoup d'avoir accepté de manière inconditionnelle cette invitation. Parfois, de temps en temps, dans des colloques internationaux, partout dans le monde où ils portent haut l'étendard de la recherche marocaine, un peu partout avec beaucoup de pugnacité et beaucoup de connaissance des sujets qui traitent. Évidemment, quand Khalid m'a invité, je n'avais pas encore reçu ce fameux prix, et ce qui m'a un peu amusé, c'est que le lendemain de la proclamation du prix, je reçois un mail de Khalid qui me dit « J'espère que tu vas quand même venir avec Naz ». Je lui dis « Rien ne m'empêchera de venir avec Naz » une fois qu'on était d'accord, mais ça me fait vraiment plaisir. Je tiens bien sûr à vous remercier tous d'être là, parce que c'est très émouvant pour moi d'avoir autant de collègues enseignants et d'étudiants qui sont devant moi. Ça m'intimide un peu, mais bon, je vais faire semblant que cette fois-ci, c'est moi qui ai des choses à dire. Je suis sûr que vous avez beaucoup de choses à dire, mais bon, ce seront les conventions. C'est moi qui suis sur l'estrade, donc je vais faire semblant d'avoir des choses intéressantes à dire. Alors, si tu veux, Khalid, moi ce que je te propose, c'est qu'on fasse un dialogue. J'aimerais bien entrer en dialogue avec toi. On l'a fait souvent, parfois à titre amical, dans des restaurants, en Allemagne, en France, etc. Maintenant, bon, c'est autre chose qu'un restaurant, il y a plus de convives, si j'ose dire. Mais ce qui m'intéressait dans les conversations qu'on a eues à bâton rompu, c'est que sans faire aucune concession à la valeur scientifique de ce qu'on essayait de dire, ça se passait toujours dans un climat amical. Et pour moi, c'est quelque chose de très important. Je suis aussi enseignant à l'université d'Amsterdam. Je pense qu'il y a une éthique de la discussion qu'il est nécessaire de respecter, et en particulier dans l'université. Dans l'université, il est impossible que nous soyons d'accord sur quoi que ce soit. Et c'est même l'objet même du fait d'être ensemble dans une université. Cela n'empêche pas que nous ayons une éthique de la discussion. Et cette éthique de la discussion, d'abord,
toujours souligner que ce sont des idées qui s'affrontent, mais pas des individus. Donc même si vous êtes en face de quelqu'un qui ne pense pas comme vous, ne voyez pas en face de vous un individu que vous avez envie de taper dessus. Non, vous voyez une idée qui n'est pas la vôtre. Et essayez de confronter cette idée avec la vôtre. Et nous nous respectons donc les uns les autres. Donc j'insiste toujours là-dessus, parce que les sujets que j'aborde, comme tu le sais, sont des sujets très controversés. Bien sûr, ce sont des sujets très controversés. Et là, je suis obligé un peu de parler un peu de la genèse des livres que j'ai écrits. Alors, comme tu l'as rappelé, a priori, je n'étais pas du tout destiné à devenir écrivain, puisque j'ai fait mes études scientifiques au lycée l'IOT de Casablanca. Ensuite, j'ai fait une classe préparatoire, maths sup, maths spé, toujours à l'IOT, puis on passe les concours, et je me suis retrouvé, par la grâce des concours, à l'École nationale de chaussée de Paris. D'ailleurs, c'est un détail amusant, à ma droite, il y avait Fouad Touré, qui est maintenant ministre de l'énergie. Il y avait, devant moi, il y avait Cheikh Moussa, qui est maintenant notre ambassadeur à Paris. Il y avait Saïd Hitouch, qui est le DG de la CNSS. Il y avait Mohamed Fikret, qui est le DG de la COSUMAR. Si je dis cela, c'est pas pour aligner comme ça des cartes de visite de gens avec qui j'étais en maths sup au lycée de Casablanca, c'est simplement pour justifier ce que me dit toujours ma mère. Ils ont tous réussi, toi tu as raté ta vie. Et là, j'ai travaillé pendant 5 ans à l'office chérifien des phosphates. Et je viens de dire d'ailleurs en arabe, le chérif, les phosphates, c'est beau. Et en fait, il s'est passé quelque chose pendant ces 5 années. J'ai eu la chance de diriger l'une des plus grandes mines de phosphate du monde, qui est la mine de Bachar Ruka. Et pour la première fois, je le dis comme ça sans vouloir jouer sur le registre de l'émotionnel, mais c'est la première fois que j'ai rencontré le peuple marocain, si tu veux, parce que dans l'univers des missions françaises, on était quand même dans une espèce de bulle où nos voisins s'appelaient Voltaire et Diderot, et pas c'est Mohamed ou c'est Darahim, tu vois ce que je veux dire. Et à Ruka, donc, je travaille avec des ouvriers qui sont de la région, qui travaillent dur. C'est là que je parlais d'éthique de la discussion tout à l'heure. Il y a une éthique du travail. Et l'éthique du travail à Ruka, je l'ai découverte, et c'était pour moi une révélation. C'était des gens qui travaillaient réellement, extrêmement sérieusement, parce que c'était des gens qui avaient un savoir dans les mains, parfois pas toujours dans la tête, c'était un savoir instinctif, et ils me demandaient qu'une chose, c'est qu'on respecte leur dignité, qu'on travaille avec eux, quel que soit leur niveau d'instruction. C'était des années formidables. Mais bref, je suis reparti pour 1000 raisons. J'ai recommencé mes études à zéro, et donc j'ai fait des économies jusqu'à la thèse, qui est soutenu effectivement une thèse d'économétrie. Bref, je dis tout cela parce que ce départ du Maroc à cette époque-là, c'était un autre Maroc. Je suis parti en 1990, donc il y a 25 ans. Du point de vue politique, social, de beaucoup de points de vue, c'était un Maroc très différent. Lorsque j'ai fait mon premier roman, et c'est ça qui est très, très étonnant, je ne l'avais pas écrit pour qu'il soit publié. Les Dents du topographe, c'était un livre que j'avais écrit pour m'expliquer moi-même, en gros, pourquoi j'avais quitté ce Maroc-là. Et donc j'avais pris plein d'histoires qui me semblaient emblématiques de ce qui n'allait pas dans ce Maroc. C'était très personnel, mais évidemment, on peut les lire comme une critique sociologique, une critique politique, une critique, parfois une réflexion anthropologique, mais en fait, c'était des histoires que je racontais. Et puis, quand j'ai fini ce manuscrit, je l'ai mis sur une étagère et je l'ai plus ou moins oublié. Et je continuais de travailler à l'université. Ensuite, j'ai décidé de partir en Angleterre. J'ai loué ma maison à Amsterdam à une petite étudiante japonaise. Je vous recommande, si vous avez une maison à louer, louez-la à des petites étudiantes japonaises, parce que 2 ans après, elle est beaucoup plus propre que quand je suis. C'est assez extraordinaire. Mais donc, je loue à cette petite étudiante japonaise ma maison, il faut que je fasse quelque chose de mes livres. Et donc, je mets mes livres dans les caisses et je tombe sur ce manuscrit. Et là, je me dis, qu'est-ce que je vais en faire? J'hésite. Si je le mets dans la caisse, après, c'est fini, pendant des années, je ne le verrai plus. Et puis, je me suis dit, bon, il y a un institut français, qu'on appelait à l'époque la Maison des Cartes, à Amsterdam, juste en face de chez moi. Je suis allé, j'ai demandé des adresses d'éditeurs français. On m'a donné des adresses, Gallimard, Grasset, tu les connais. Et j'ai envoyé ce manuscrit. Et là, quelque chose s'est enclenché. L'éditeur Julien a très rapidement réagi.
m'a demandé de venir à Paris, on a déjeuné, ils m'ont dit votre livre, on va le publier. Je leur dis pourquoi. Ils me disent, bon, style, ce qu'on peut dire, mais ils disaient surtout, ça nous fait réfléchir sur un pays que nous ne connaissons pas, qui est donc le Maroc. Et c'est un pays extrêmement complexe finalement. Nous avions des stéréotypes, me disent les éditeurs, nous avions des stéréotypes bêtes sur le Maroc. Pensez au Maroc, il y a un palmier, un hammam quelque part, de toute façon. Les Marocains, c'est des gens qui passent du palmier au hammam et du hammam au palmier, tu vois, ils font des allers-retours. Mais en déco, en fait, avec les granditus polaires, c'est pas aussi simple que ça. On va le publier. Et du coup, en rentrant, à ce moment-là, je m'étais déjà installé en Angleterre, donc je suis rentré, j'habitais à Cambridge à l'époque, je me suis rentré à Cambridge et c'était, tout à coup, il m'est arrivé quelque chose. J'ai eu peur. J'ai eu peur, et ma peur se justifie, si vous voulez, maintenant, parce que j'ai eu peur d'avoir tout à coup une grande responsabilité. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, au moment où tu es seul, comme ça, tu es en train de griffonner sur une feuille, tu mets tes angoisses, tu mets tes obsessions, tu mets tout ce qui passe par la tête, tu t'en débarrasses, c'est une chose. Mais quand le livre paraît, et donc il y a des gens qui vont le lire, et donc des gens qui sont en face de toi, et il y avait une énorme responsabilité parce que l'éditeur m'avait dit, justement, il faut que vous, bon, c'est peut-être un peu paternaliste, mais il faut que vous, les Marocains en général, il ne faut pas hésiter à mettre le doigt dans la plaie, comme disait l'autre, mettre la plume dans la plaie, pour parler de votre pays. C'est la seule façon dont les pays se développent réellement. Il faut que les artistes en général montrent ce qui ne va pas. Ce qui fait un rôle assez bizarre de l'artiste. L'artiste, on aime bien lui donner des décorations, etc. Mais l'artiste, c'est un peu ambigu pour l'artiste. Il y a des pays qui le font parfaitement bien. Par exemple, l'Autriche, comme tu le sais bien, vu tes connaissances germanophiles, germanophones. En Autriche, il y a deux très grands écrivains, Thomas Bernhard et Elfriede Jelinek, qui a eu le prix Nobel de littérature, tu le sais, qui ont passé leur vie à insulter leur pays. Ils ont passé leur vie à écrire des livres en disant l'Autriche c'est horrible, ce sont des petits bourgeois bornés, qui n'ont aucune ambition intellectuelle, ils cherchent que le confort, qui est pays horrible. On leur a donné toutes les médailles possibles et imaginables en Autriche. On était fiers d'eux alors qu'ils arrêtaient pas. Tu vois ce que je veux dire? On a fini par donner le prix Nobel à Elfriede Jelinek et l'Autriche a décrété une journée de réjouissance. Alors, c'est un rôle ambigu de vouloir faire artiste, écrivain, critique, parler du pays, parce qu'on ne sait pas très bien jusqu'où faire porter la critique. Évidemment, parfois je rencontre des gens qui me disent mais critique c'est bien, mais il faut aussi souligner ce qui va. Souligner ce qui va, c'est le rôle du matin du Sahara. C'est pas le rôle du critique. Bon, donc si tu veux, sur le premier, comme ça, ensuite c'est parti, on reviendra là-dessus, c'est parti comme ça. Et dès le départ, je rappelle tout cela pour dire que dès le départ, je n'avais pas envisagé une carrière, comment dire, d'écrivain poète lyrique, c'est-à-dire quelqu'un qui ne parle pas des problèmes, donc qui ne s'intéresse pas à la situation économique, sociale, entre tout ce qu'on veut de son pays, mais qui simplement essaye de créer du beau. Tu vois, c'est une conception tout à fait légitime de la littérature, mais si je n'étais pas dans ce schéma. Et c'est pour ça, tu l'as dit, dans tous mes livres, j'essaie vraiment de m'intéresser à quelque chose comme l'identité, par exemple, la question de la tolérance. Et parfois, ça devenait des essais. Et tu as parlé de mon livre sur l'islamisme. Et ça me rappelle que Salim J, qui est un homme impossible dans la vie de tous les jours, mais qui est un excellent lecteur, si tu veux, il a dit une fois, il a écrit dans un de ses articles, il a écrit, c'est le meilleur roman. C'est un essai, c'est pas vrai pour lui, c'était un roman, tu vois. Et pour la question linguistique, une question extrêmement complexe, comme tu le sais, de ce pays, et qui tout de suite prend un aspect imaginaire. C'est-à-dire il suffit de dire qu'on a écrit un livre sur la question linguistique pour que des gens commencent à te contredire sans avoir lu ce que tu as dit. Mais à chaque fois, je me suis dit, si je ne peux pas traiter une question par le roman, autant la traiter par l'essai. On y va directement, donc sur la question de la politisation de la religion, qui est quelque chose de récent, c'est apparu exactement en 1979. Sur la question linguistique, qui est une question dont beaucoup de gens, évidemment à l'université, on est conscient de tout cela, mais beaucoup de gens ne sont pas conscients du fait que la question linguistique est une question fondamentale, parce qu'elle ne touche pas que la langue, elle touche la psychologie,
énormément de domaines. Je ne suis pas linguiste, donc je suis un imposteur dans ce domaine, si tu veux. Mais j'ai écrit ce livre parce que je voulais que des linguistes me répondent, qu'on fasse un débat, évidemment, tout en respectant ce que je disais, l'éthique de la discussion. Ça a toujours été le cas. Il y a eu des gens qui ont violemment attaqué le livre sans l'avoir lu, simplement en disant ce monsieur n'est pas linguiste, il n'a pas le droit de parler de cela. C'est pas grave. Et voilà, donc j'ai fait juste un rapide petit tour d'horizon parce que tu as eu la gentillesse de dire qu'il y avait des thèmes dans mes livres. J'essayais de parler de plein de choses et donc je voulais quand même dire que c'est bon. Parce qu'au départ, je ne voulais pas être... j'avais pas l'intention de faire une carrière d'écrivain. Et donc, ça s'est passé comme cela. Les livres ont commencé à arriver à chaque fois, il y avait une raison. Et puis, à partir du 3e, 4e, 5e livre, on finit par se dire, est-ce que je ne serais pas écrivain? Ça, c'est comme le grand écrivain d'origine de Trinidad et Tobago, Pérez Neiko, qui a eu le prix Nobel de littérature en 2001. Il avait écrit un très bon petit livre. Je crois que ça s'appelait Pas de maison pour Monsieur Bissoise, quelque chose comme ça. La maison, exactement. La maison de Monsieur Bissoise, qui était un petit livre très intéressant, très spirituel. Et il avait été très bien reçu, mais il disait, quand on lui disait Monsieur Neiko, vous êtes écrivain, il arrêtait tout de suite, il disait non, je ne suis pas écrivain. Quand j'aurais écrit 3 livres, je me considérerais comme un écrivain. Ensuite, il a fini les 3 livres, il a encore hésité, il a dit non, quand j'aurais écrit 6 livres, je me considérerais comme écrivain. À partir du 6e livre, Neiko a commencé à dire ok, I am a writer, je suis un écrivain. J'ai fait 6 livres, donc c'est pas un livre qui fait l'écrivain, c'est une œuvre. Et parfois j'ai envie de le dire aussi dans mon cas. Dans mon cas, je suis toujours très étonné, ce genre de consécration, de prix, ça m'étonne toujours parce que je me considère fondamentalement comme ton collègue, comme un professeur. Vraiment, et il y a eu même un moment, c'était je crois en 2008-2009, où mon éditeur Julien m'a proposé de me mensualiser. C'est comme ça qu'ils disent. Il me dit, écoute, l'université, les étudiants, les collègues, les réunions qui n'en finissent pas, les amphithéâtres, les mémoires, écoute, tout ça tu laisses tomber, tu fais écrivain plein temps, et chaque mois je te verse, c'est pas Byzance, mais je te verse une petite mensualité qui correspond à ton salaire de professeur, et tu ne fais qu'écrire tout le temps. J'ai réfléchi pendant 24 heures. Et la réponse était non, évidemment, parce que, je ne le dis pas parce que je suis ici, je le dis toujours, parce que moi, en dépit de toutes les difficultés, je considère que le métier de professeur est vraiment peut-être ce qui est de plus noble. Je fais de la peine maintenant à tous ceux qui ne sont pas professeurs, qui me regardent comme ça, caricaturiste, c'est pas mal non plus. Mais je veux dire, le métier de professeur en tant qu'éveilleur de conscience, en tant qu'éveilleur d'intérêt, en tant que celui qui repère ceux qui ont envie d'apprendre, etc. Il y a vraiment le plaisir de voir un étudiant que j'ai accompagné pendant 1 ou 2 ans écrire un mémoire solide, intelligent, argumenté. Vraiment, ça je ne peux pas m'en passer. Donc j'ai dit à mon éditeur merci, c'est très généreux. Je vais continuer de faire le professeur du lundi jusqu'au vendredi, et en fait, je n'écris que le week-end. Et voilà ce que je voulais dire à propos de cette introduction. Je voudrais revenir avec toi sur le dernier recueil de nouvelles pour lequel tu as eu le prix Goncourt. Et alors, évidemment, de Souquine, c'est un personnage réel, mais tu en as fait autre chose, hein, le lire. Comment l'idée t'est venue de faire d'abord une nouvelle, puisque c'est l'un du recueil, sur ce personnage, et puis parle-nous un petit peu de l'ensemble de ce recueil. D'accord. Alors en ce qui concerne le nom, alors quand j'ai commencé à écrire cette nouvelle, j'avais une idée. Donc l'idée au départ était simple. Ça a l'air burlesque, mais bien sûr il y a un fond plus sérieux. L'idée c'était qu'un ministre marocain, dans une année de sécheresse, soit envoyé par le gouvernement pour acheter du blé à Bruxelles. Il descend sous Philippette, la place Jourdan, c'est un hôtel que je connais. Et donc le lendemain, il va négocier avec l'Europe pour acheter 100 000 quintaux de blé, mais malheureusement, pendant la nuit, on lui vole son pantalon. C'est son unique pantalon. Donc il se retrouve sans pantalon à Bruxelles. Et comment est-ce qu'un ministre marocain sans pantalon va-t-il négocier avec l'Europe? Donc, si tu veux, je le mets avec tous les handicaps possibles et imaginables, tu vois. Et j'ai essayé de voir ça et de dire comment ça va marcher cette histoire.
Évidemment, quand je raconte une histoire, j'essaie toujours de modeler le personnage, le protagoniste, si tu veux, le personnage principal, sur quelqu'un que je connais. Comme ça me permet de ne pas me casser la tête pour décrire la personne, la façon dont la personne marche, etc. Donc je l'ai modelé sur quelqu'un qui est très connu au Maroc, qui est quelqu'un de très brillant, polytechnicien, ingénieur des mines, qui a été plusieurs fois ministre. Bon, tu as l'air de te douter de qui je parle, mais peu importe. Et donc j'avais ce monsieur. Évidemment, quand j'ai fini la nouvelle, je ne pouvais pas donner le nom de ce monsieur que j'avais utilisé tout le temps. Pour avoir dans ma tête, c'est comme un petit film. Pour le voir bouger, le décrire, je le connais, ce monsieur. Bon, je ne peux pas donner son nom au personnage principal. Et j'ai dit, quel nom je vais donner? Il fallait que ce soit un nom marocain. Donc, je passe en revue tous les noms marocains que tu peux imaginer. Rada, Boudelbalaz, Kri, si tu veux, tout ce qu'on veut. Après, je me dis non, je vais lui donner le nom de Dessouky. Pourquoi? Alors qu'il n'a pas grand-chose à voir. Quand tu lis l'histoire, il ne pourrait même pas jouer ce rôle. En fait, il ne pourrait pas le jouer. Mais pourquoi? Parce que quand j'étais gamin, il y avait ce fameux duo, Zahari et Dessouky. Et on a de la chance, nous, de les avoir connus. Parce que ces gens-là, il y avait une forme d'universalité dans leur humoriste extraordinaire, mais ils étaient tellement particuliers. Au Maroc, il est impossible de comprendre l'humour de Dessouky. Dès que tu sors, à la limite, dès que tu sors de Abeda de Kourachawia, tu ne comprends déjà plus. Je ne sais pas si avec Naz vous comprenez Dessouky Nazari. Et alors, je me suis dit, voilà, je vais donner ce nom à titre d'hommage, et comme une petite, juste à titre d'hommage, un petit salut amical à quelqu'un que je considère comme un très grand artiste, et je pèse mes un très grand artiste populaire. Je ne sais pas si toi tu es d'accord avec moi, mais Dessouky est un très grand artiste. Voilà, c'était juste pour m'amuser. Évidemment, à l'époque, je pensais que le livre allait se vendre à 300 exemplaires, allait disparaître corps et biens, etc. Maintenant, il y a le prix Goncourt. Du coup, il y a des journalistes qui m'appellent d'un peu partout, ils se disent « Mais comment se fait-il qu'un ministre marocain ait un nom russe ?» J'ai dit « Dessouky, c'est pas russe, c'est chez nous. » Et alors, je voudrais cette fois-ci, bon, on reviendra bien sûr à travers les questions, parce qu'il faut ouvrir le débat avec le public, je pense que ça serait beaucoup plus intéressant, sur la vieille dame du Riad. Alors je vais te dire un peu mon impression. Hein. Quand j'ai lu ce roman, parce que là il s'agit cette fois-ci d'un roman, j'ai vu qu'il y avait finalement, d'ailleurs j'ai retrouvé le nom d'un ami qui nous est commun, mais peut-être mais peut-être il l'a inventé. Non, le poète, non. C'est de lui qui parlait, parce que j'ai vu beaucoup de son bourlingueur et j'ai vu quand même beaucoup d'allusions à ce personnage. Alors, toute cette première partie sur ce guide, ou guide, comme on voudra, avec ces deux touristes français, Cécile qui veut écrire un roman et qui finalement, les jeux seront inversés, et puis son compagnon, qui vont s'installer à Marrakech, on s'attend à tous les stéréotypes sur Marrakech, mais tu as su déjouer tous ces stéréotypes, et puis d'un seul coup, on passe à la guerre du Rif. Et le passage de cette première partie à celle de la guerre du Rif, moi je t'avoue que j'étais très impressionné par toute la partie consacrée à la guerre du Rif, très impressionné. Et ce passage, alors moi en tant que lecteur, m'a un petit peu désarçonné, voilà, pour rester un petit peu dans un langage critique. M'a un peu désarçonné et en même temps, comme je te connais bien, et je sais que tu es toujours subtil dans les transitions d'une partie à une autre, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se cache derrière cette brutalité dans le passage? Alors, donc c'est un livre, pour ceux qui l'ont pas lu, je vais dire de quoi il s'agit. C'est un livre en deux parties, qui sont totalement inégales. Et c'est ça qui désarçonne effectivement le lecteur. La première partie est futile, je ne sais pas si on peut dire futile, et légère. Légère. Il s'agit d'un couple de Français, François et Cécile, justement, qui sont plutôt sympathiques, ils ne sont pas méchants, ils ne savent rien du Maroc, c'est tout. Et François et Cécile font un petit héritage et décident, comme beaucoup de gens, c'est la mode, d'acheter un riad à Marrakech. Donc ils veulent être à côté de Delon, Berger, Téléscap, machin, truc. Et en fait, on se rend compte qu'ils ne connaissent absolument pas le Maroc. Ils croient réellement que c'est une sorte de carte postale et que Marrakech c'est un décor. Marrakech c'est un décor, on achète son riad, on va prendre un pot,
peut-être qu'on va croiser Anne Sinclair au Grand Café de la Poste, tu vois, je veux dire, c'est un décor. Et c'est une façon très superficielle de voir le monde. Donc, je dois l'écrire de façon superficielle. C'est ça le problème. Je dois, sur les premiers chapitres, être léger, superficiel, futile, à la limite. Et donc, le propos du livre, c'est justement de confronter François et Cécile à une réalité qui est que l'autre, avec un grand A, l'autre société, en l'occurrence le Maroc, est d'une complexité redoutable et qu'il faut avoir l'humilité d'arriver et de dire je ne connais pas ces gens-là, je ne connais pas leur histoire, je vais l'apprendre. Et donc la deuxième partie, on bascule dans l'histoire du Maroc, et en particulier dans la guerre du Rif, mais aussi dans les premières années du protectorat, mais aussi dans le fait que les Marocains vont se faire tuer sur le mont Cassin, sur le mont Cassino, pour le drapeau français. Et tout cela qui est extrêmement, je dirais pas lourd, parce que j'espère que c'est pas lourd, mais qui est extrêmement sérieux, a désarçonné beaucoup de gens. Et c'est marrant parce qu'il y a les deux, il y a les deux réactions. Il y a des gens qui disent bah, j'aimais bien le début, c'était amusant, rigoler avec le faux guide qui parle très mal français, avec François et Cécile qui sont un peu comme ça à la masse. Et puis tout d'un coup arrive la deuxième partie, ils disent je suis même pas rentré dedans, je n'arrivais pas à lire ces histoires de guerre, de la guerre du Rif, l'autre guerre, etc. C'était trop lourd, j'ai laissé tomber. Et il y a l'autre réaction, de gens qui me disent les 5 premiers chapitres c'est n'importe quoi, ton bouquin c'était futile, et puis la partie historique j'ai appris énormément de choses. Mais c'était l'objet du livre. Et dès le départ, c'était presque de l'ordre du pari perdu d'avance. Parce que, tu sais, tu connais comme la fable de La Fontaine dont la morale est on ne peut pas faire plaisir à tout le monde et à son père en plus. Je veux dire, on ne peut pas. C'est un pari perdu presque d'avance parce que ceux qui aiment la légèreté, qui ont un bouquin pour lire dans le métro, comme ça, pour passer le temps, ils vont apprécier le début, mais pas la deuxième partie. Ceux qui demandent à la littérature quelque chose une sorte d'engagement sérieux, ils veulent apprendre des choses, ils veulent un style qui soit à la hauteur de l'épopée, si tu veux, parce que c'est une épopée, la guerre du Rif, alors la deuxième partie, ils aiment bien. Et la première, ce qui fait que, d'un point de vue commercial, ça ne marche jamais. Ce genre de truc, ça ne marche jamais. Tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Mais c'est dans cet esprit que j'ai voulu faire ce livre. Et si on est désarçonné, c'est parce que, si j'ose inventer un mot, le Maroc est désarçonnant. Et désarçonnant parce qu'il y a une épaisseur historique qu'on ne soupçonne pas. Là, je viens d'arriver pour la première fois dans cette université, je viens en voiture et on passe sous une formidable muraille, qui est la muraille d'enceinte, c'est M. qui m'a précisé, de Moulay Ismail. Et alors si on va gratter sous la muraille, on va trouver des secrets d'histoire. Et voilà, c'est-à-dire, on arrive, il fait beau, il fait chaud, il y a des palmiers, etc. Tout à coup, une muraille, et puis on s'intéresse à Moulay Ismail, on se rend compte que c'était un roi extraordinaire de tous les points de vue, que c'était intéressant. Cette période, alors, tout le monde sait son histoire avec l'épousé, la fille du 14, tout ça c'est connu. Ce que j'ai découvert aussi, qui n'est pas très connu en revanche, c'est que quand Moulay Ismail a voulu épouser la fille de Louis XIV, il y a eu un mini-genre littéraire qui s'est créé à Versailles, qui consistait à écrire des poèmes dont la morale était toujours celle-ci. Madame, je ne sais plus comment elle s'appelle, hein, mais Madame de Tartampion, vous êtes belle, c'est extraordinaire, vous êtes blanche de peau, comment est-ce que ce roi barbare ose vouloir vous épouser? Et il y a eu des dizaines de poèmes qui ont été écrits sur ce style. C'est devenu un mini-genre littéraire grâce à Moulay Ismail. Ça, je ne le savais pas, je l'ai découvert un peu par hasard. Mais voilà ce qui prouve, ce qui montre que, je l'ai dit du Maroc, on pourrait dire de la Chine, de l'Égypte, de l'Éthiopie, c'est-à-dire de pays de longue continuité historique, de profondeur, etc. Tout le monde est le bienvenu. François et Cécile, tu remarqueras que dans le livre, je suis très sympathique, je les trouve sympathiques, je ne dis pas un mot méchant sur eux, tout le monde est bienvenu, mais il faut avoir, comme je disais, l'humilité de se plonger dans l'histoire de ce pays, et c'était un peu la démonstration de ce livre. Donc, comme tu disais, j'ai toujours tendance à écrire des livres où il y a une morale. Et la morale, c'est que tu ne peux pas aller chez l'autre sans faire l'effort de réellement connaître l'autre. Et ça marche dans les deux sens. Parce que moi, je vis aux Pays-Bas maintenant depuis une vingtaine d'années. Il y a 350 000 Marocains qui vivent aux Pays-Bas. Alors, il y a ceux qui font l'effort d'apprendre la langue, de s'intéresser, de savoir. Il y en a ceux qui ça n'intéresse pas du tout. Alors, parfois, je rencontre des Marocains
Ah, vous êtes marocain, on est pas dans le train, etc. Il commence à développer tout de suite un discours extrêmement négatif sur les Hollandais. Ce qui est déjà faux. Les Hollandais, ça n'existe pas. 16 millions de bonhommes, on ne peut rien dire. 16 millions, ils sont tous différents, mais peu importe. Le gars commence à développer un discours négatif, et j'ai envie tout de suite d'arrêter et de lui dire: est-ce que tu as déjà vu des tableaux de Rembrandt, des tableaux de Vermeer? Est-ce que tu as déjà lu Spinoza? Est-ce que tu sais ce que Spinoza signifie? Est-ce que tu as lu Erasme? Est-ce que tu connais Van Gogh? Ça, tout le monde le connaît à la limite. Est-ce que tu sais que le droit de la mer a été inventé par un Hollandais, c'est Grotius? Est-ce que tu sais que la Hollande, avec 40 000 km², c'est-à-dire plus petite qu'une province marocaine, est le deuxième exportateur mondial de produits alimentaires? C'est-à-dire que ces gens qui savent travailler. Est-ce que tu sais par exemple que les contributeurs à Greenpeace, à Amnesty International, etc., 25% de cet argent vient des Pays-Bas. Ce sont des gens comme ça qui travaillent pour Greenpeace, pour Amnesty International. Donc j'ai envie de lui dire tout ça. Et la morale est la même que pour François et Cécile qui viennent à Marrakech, c'est que si tu ne t'intéresses pas au pays dans sa profondeur historique et dans toutes ses dimensions sociologiques, anthropologiques, tout ce qu'on veut, tu n'as pas vraiment le droit. Tu es le bienvenu, mais tais-toi. Alors, à propos justement de cette connaissance de langue, toi tu as pris soin du néerlandais, puisque tu as appris cette langue et tu as même publié 2 recueils de poésie dans cette langue. Alors, est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous parler de ces recueils de poésie, et en même temps, et ça sera ma dernière question, parce qu'il y aura des questions du public, les chroniques que tu fais à Midi 1 sont des questions différentes. Les chroniques que tu fais à Midi 1, d'abord je voudrais savoir un petit peu la motivation des sujets que tu choisis, puisque c'est toi qui décides de ces chroniques-là. Donc ça c'est la deuxième question. Mais la première question concerne un petit peu les 2 plaquettes de poésie en néerlandais. Mon cher Khalid, j'avais peur que tu me demandes de déclamer un poème en néerlandais. Pourquoi pas? Ça aurait été spectaculaire. Mais je pense qu'il faut le déclamer parce que la poésie, elle a cette vertu d'être entendue sans être comprise dans le sens. Parce que les mots et la sonorité des mots peuvent parler à notre affaire. Donc déclame-nous d'abord le néerlandais pour savoir si vraiment c'est pratique. Avec la musique. Je vais te dire 2 phrases en néerlandais puis je vais rejoindre. Ah, nee, maar mijn goede vriend Khalid, je bent heel lief, maar ik ga toch niet in het Nederlands iets zeggen. Voilà, c'était du néerlandais, monsieur. Non, en fait, cette histoire de poésie en néerlandais, c'est vrai qu'au départ, dès que je me suis installé à Amsterdam, et pourtant au départ je croyais que j'allais rester ici, après je suis resté plus longtemps, je me suis dit j'ai une chance inouïe, c'est que je me trouve dans un autre pays, avec une autre langue, une autre culture. Il faut être le dernier des imbéciles pour ne pas saisir cette chance. Si quelqu'un a la chance d'être parachuté au Kazakhstan pendant 6 mois, ce serait quand même idiot de passer son temps au McDonald's du Kazakhstan. Tu vois ce que je veux dire? Il faut apprendre la langue, manger avec les gens, connaître la culture, etc. Donc je me suis dit, je vais essayer d'apprendre dans la mesure du possible cette langue, connaître la culture. Alors c'est l'éblouissement, parce qu'il suffit d'acheter une petite carte à 40 € et pendant toute l'année, tous les musées sont gratuits. C'est extraordinaire. Toute l'année, il y a 432 musées aux Pays-Bas et la moitié sont fantastiques. Donc, connaître la langue et la culture. Et ça ne fait pas un écrivain. Après, je suis resté très longtemps. Et souvent, comme tout le monde, je crois, j'avais cette idée, qui est probablement vraie, qu'on ne peut pas écrire de la poésie dans une autre langue que sa langue maternelle. En général, c'est une idée vraie, je continue de croire qu'elle est vraie. Mais sur la poésie, c'était vraiment une coïncidence. C'est-à-dire, je faisais moi-même des exercices de style, si tu veux. Parfois, je voyais quelque chose de très simple. Alors, l'une des poésies, c'est un jour à Amsterdam, c'était un jour d'hiver, il y avait la brume, et la nuit était en train de tomber, donc c'était le crépuscule, on ne voyait pas grand-chose, et je marchais sur un pont qui est pas loin de ma maison, et en face de moi, sortant de la brume, il y a une bicyclette qui arrive avec une jeune femme sur la bicyclette, et les Hollandais roulent très vite. Et elle roule très vite, et juste en passant à côté de moi, elle me fait un signe de la main. Un signe de la main, donc ça très élégant, très amical, et elle disparaît. Je me retourne, elle a déjà disparu dans la brume, donc je ne saurais jamais qui c'est, si je la connaissais, si je ne la connaissais pas. Et je me suis donné comme défi, si tu veux, d'essayer de décrire en néerlandais cette scène. Pourquoi en néerlandais? Parce que c'est une scène très néerlandaise. Il y a la brume, il y a le froid, il y a le crépuscule à 4 h de l'après-midi.
les mots qui sont nés dans cet environnement géographique qui correspondent le mieux à cette situation que je vis. Et donc je me dis, voilà, donc j'écris, puis après je travaille un peu sur les sonorités, à l'oreille, etc. Et puis je fais ça, j'oublie. Un autre jour, c'est autre chose. Et petit à petit, j'ai eu quand même quelque chose comme une trentaine de poèmes. Un jour, je rencontre un éditeur hollandais qui me dit, j'aimerais bien éditer tes livres. Je dis, je ne peux pas, parce que mes livres sont édités par Van Schroth, qui est un autre éditeur. Et je lui dis comme ça, sous forme de boutade, plaisanterie, je lui dis, mais si tu veux, j'ai des poèmes en néerlandais. Il dit, non, ça ne m'intéresse pas, etc. Et le lendemain, il m'appelle. Il me dit, j'ai réfléchi à cette histoire. Toi, Marocain, tu es ici depuis, à l'époque, j'étais là depuis 12 ans. Il dit, toi, tu prétends avoir des poèmes en néerlandais. Je dis, oui. Il me dit, envoie-les-moi. Je dis, oui, mais ça ne va pas te plaire, c'est probablement mauvais. Il dit, envoie. Je lui envoie. Et quelques jours après, il m'appelle, et je vais le voir. C'est au centre d'Amsterdam, c'est là où je vis, c'est pas difficile d'aller le voir. Il me dit, j'ai décidé de publier tes poèmes. Là, vraiment, je suis très étonné. Je me suis dit, mais ça n'a pas de sens. Il me dit, non, ça a un sens parce que ils ont une valeur littéraire. Je dis, c'est pas possible que ça ait une valeur littéraire, ce n'est pas ma langue maternelle, c'est ma 5e langue, etc. Il me dit, je sais ce que je fais, ce que je dis. Donc, on est parti là-dessus. Et il les a publiés, et après je me suis pris au jeu, j'ai fait un deuxième recueil, il a été sur une shortlist d'un grand prix de poésie néerlandaise. Mais encore aujourd'hui, j'arrive difficilement à m'expliquer ce phénomène. C'est comme si on prenait le dentiste polonais de Hrlubga, parce que Hrlubga, à l'OCP, personne ne voulait, le dentiste marocain ne voulait pas travailler à Hrlubga, donc on avait des dentistes polonais à Hrlubga. C'est comme si tout à coup le dentiste polonais te dit, j'ai un recueil de Melhoun. Bon, montrez-moi. Et tu découvres que le dentiste polonais de Hrlubga, il avait tellement bien appris le mélange d'Elijah Fanta, etc., qu'il était en train d'écrire du Melhoun dans son coin le soir. C'est amusant. Mais voilà, j'arrive pas trop à m'expliquer cette histoire. Il faudra attendre d'ailleurs qu'il y ait peut-être un travail un peu critique qui explique comment est-ce que quelqu'un arrive à écrire quelque chose qui attire l'attention, l'œil d'un éditeur qui est publié, qui attire... Et moi, je ne peux pas l'expliquer. Je ne suis pas dans mon élément. À la limite, dans un texte en français, je vois tout de suite la littérarité ou non. Les professeurs, on voit un texte, on comprend un peu comment ça marche, pourquoi c'est de la littérature et pas simplement un texte. Mais en néerlandais, j'en suis pas encore là, parce que c'est un travail de toute la vie et je ne peux pas trop en parler. Voilà. J'en ai beaucoup parlé, mais je ne peux pas trop en parler. Ah, Mehdi 1. Mehdi 1, tu sais, oui, mais ces chroniques, c'est encore le fruit du hasard. Franchement, tout ce qu'on fait dans la vie, c'est des vicissitudes. En 2004, le cinéaste Theo Van Gogh avait été assassiné à Amsterdam par un jeune Marocain qui s'appelait Mohamed Bouyeri. Et cet assassinat s'est passé en fait dans une rue qui s'appelle la rue Linné, qui est pas loin de moi. J'habite dans une rue qui s'appelle Serfatistraat, c'est très curieux. J'habite dans la rue Serfati à Amsterdam, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est encore bizarre. Serfatistraat. Et pas loin de là. Et les gens de Mehdi 1, je ne sais pas comment ils trouvent mon téléphone, ils m'appellent, je ne les connaissais pas, on ne se connaissait pas du tout. Ils me disent, puisque vous êtes marocain, vous résidez à Amsterdam, vous parlez français, on aimerait vous appeler ce soir à 18h. Et pour vous nous parliez de cette affaire de Theo Van Gogh et de cet assassinat horrible affaire. Hein. Je dis d'accord. Donc ils m'appellent à 18h, je décroche, et ils me disent donnez-nous votre point de vue. Donc je parle pendant, et je leur dis combien de temps vous me donnez, et ils me disent vous avez 4 minutes 30. Je dis d'accord, et donc je parle pendant 4 minutes 30 sur cette affaire Bouyeri. Il la passe, et le lendemain, le directeur de l'époque, qui s'appelait Pierre Casalca, m'appelle, il me dit merci encore une fois pour être intervenu dans notre programme hier, et combien de temps ça vous a coûté pour écrire le texte? J'ai dit j'ai rien écrit du tout, vous m'avez demandé de vous commenter cette histoire, je l'ai commenté. Il m'a dit vous n'avez pas écrit, vous avez parlé comme ça 4 minutes et demie, c'est là-dessus. Il me dit je vous embauche comme chroniqueur. Maintenant je veux chaque lundi, je vais vous payer, vous en faites pas, mais si chaque lundi je vous appelle et vous parlez 4 minutes 30 de n'importe quel sujet qui vous intéresse, on va faire comme ça. Moi, je l'ai pris comme un jeu, mais ça dure maintenant depuis 9 ans. Donc, tous les lundis, ils m'appellent. Et alors, encore une fois, je parlais au début de cette question de responsabilité. Qu'au début, tu fais des trucs juste pour t'amuser ou parce que ça correspond à quelque chose que tu as envie de dire, ou tout ce qu'on veut. Et à un certain moment, tu rencontres des gens qui te disent « Ah, mais ça m'intéresse ce que vous dites, parce que je ne sais pas, mon oncle habite aux Pays-Bas, ou bien je m'intéresse à la question des Marocains qui habitent à l'étranger et tout. » Et là, on se sent quand même pratiquement investi d'une mission, si j'ose dire, parce que ce sont de grands mots. Et à partir de là, j'essaie quand même de faire l'équilibre entre
entre deux choses. Je parle très souvent des Marocains aux Pays-Bas. Entre ce qui ne va pas et ce qui va. Donc, dès que j'ai l'occasion de parler de mon ami Ahmed Boutal, le maire de Rotterdam, qui est un homme réellement un homme extraordinaire, parce qu'à l'âge de 15 ans, il vivait encore dans un village du Rif, sans parler un mot de néerlandais. 15 ans. Son père était frère dans une mosquée aux Pays-Bas, mais il avait laissé ses enfants dans le Rif. Et à l'âge de 15 ans, Ahmed arrive aux Pays-Bas, il doit apprendre la langue, reprendre des études. 10 ans après, il a un diplôme d'ingénieur. Et à l'âge de 45 ans, il est ministre des Affaires sociales des Pays-Bas. À l'âge de 50 ans, il est maire du plus grand port du monde, Rotterdam, maire incontesté. Même l'extrême droite de Rotterdam n'attaque jamais Boutal. Ils attaquent tous les Marocains, sans exception, sauf Boutal. Et quand il y a eu la transition la semaine dernière, il y a 2 semaines, quand la reine Béatrix a abdiqué et qu'on a eu un nouveau roi aux Pays-Bas qui s'appelle Willem-Alexander, il y avait une commission de 9 sages pour diriger tout cela, ces 15 jours, tout faire, et l'un des 9 sages, c'était Ahmed Boutal. Et donc, si tu veux, c'est pour ça aussi que j'ai cette chronique, c'est pour dire qu'il y a aussi des Marocains qui s'en tirent très bien là-bas, et ça c'est plus emblématique, mais j'en connais, fils d'ouvriers, analphabètes, rifins, qui sont maintenant médecins, qui sont professeurs, j'en connais. Ça me rappelle une anecdote, c'était une très grande entreprise marocaine qui avait demandé à McKinsey un audit. Et ils avaient fait un chèque de je ne sais pas combien de millions de dollars à New York. McKinsey, ils disent, vous nous envoyez des gens qui font un audit, comment on va réorganiser cette entreprise. McKinsey leur dit, je vais vous envoyer 2 gars au top. Ils vont passer 1 mois, ils vont tout comprendre, ils vont vous organiser. Et donc le jour venu, l'entreprise envoie à l'aéroport Mohamed V une belle voiture avec chauffeur pour ces 2 Américains qui vont nous aider. Ils voient arriver 2 Marocains. 2 Marocains qui ne parlaient pas un mot d'arabe, mais qui, ça veut dire salam alaikum, qui parlaient néerlandais et anglais. C'était 2 enfants d'immigrés qui avaient fait d'excellentes études aux Pays-Bas. Ensuite, ils avaient fait un master MBA aux États-Unis. Ils avaient été recrutés par McKinsey et c'était devenu des consultants de très haut niveau. Et McKinsey n'a pas hésité à les envoyer comme audit. Ici, c'était des Marocains des Pays-Bas, donc ils parlaient néerlandais, anglais. Même le français, ils ne le parlaient pas. En fait, un peu de Dalila, mais si tu leur parlais en téléfit, ils étaient très heureux.